15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite le journal par les principaux titres de l'actualité. Les forces armées annoncent le début dimanche prochain de l'exercice militaire conjoint égypto-grec Medusa 14 qui se déroulera pour une durée de 10 jours. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël, l'hôpital Nasser dans le sud de la bande de Gaza reçoit les corps de 15 prisonniers palestiniens et Israël reçoit les dépouilles d'un soldat israélien capturé. La société britannique de sécurité maritime Embraer annonce qu'un pétrolier en route depuis les Émirats arabes unis vers Singapour est dévié de sa trajectoire se dirigeant vers les eaux territoriales iraniennes. À la une de l'actualité, les forces armées ont annoncé le début dimanche prochain de l'exercice militaire conjoint égypto-grec Medusa 14 qui se déroulera du 16 au 26 novembre en cours avec la participation effective de 5 pays et de plus de 2000 combattants issus des forces navales, aériennes et des forces spéciales des pays participants. 12 pays participeront en tant qu'observateurs à l'exercice militaire conjoint égypto-grec Medusa 14. Une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme doit se tenir d'urgence pour examiner la situation des droits de l'homme à El Fasher sur fond des atrocités commises dans la ville. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, qui s'exprimait vendredi matin à l'ouverture d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme, avait prévenu que la chute de la ville aux mains des forces de soutien rapide entraînerait un bain de sang. Il a également prévenu les auteurs d'exactions qu'il était sous surveillance. L'armée soudanaise a annoncé que la milice des forces de soutien rapide avait ciblé jeudi à l'aide de drones le quartier général de la 19e division d'infanterie, l'aéroport de Merowe dans le nord du Soudan. Selon des informations disponibles, cette projectiles ont été tirés sur la ville de Merowe, située à 350 km de la capitale Khartoum. Le commandement de la 19e division a confirmé que tous les drones ont été abattus avant d'atteindre leur cible. Des témoins ont rapporté de multiples explosions à Merowe et une panne de courant général qui a plongé la ville dans l'obscurité. Aucun blessé n'a été signalé dans l'immédiat. Dans le même contexte, le porte-parole de la Croix-Rouge au Soudan, Adnan Hazem, a lancé un appel aux organisations internationales pour qu'elles répondent à la situation humanitaire tragique au Soudan. Hazem a décrit la situation au Soudan comme tragique en raison des récents événements d'Al-Fasher et de l'escalade des combats qui ont entraîné une augmentation du nombre de personnes déplacées. Hazem a ajouté que le Comité international de la Croix-Rouge travaille sans relâche avec les organisations internationales à Tawila dans le nord du Darfour pour apporter une aide humanitaire à des milliers de familles déplacées et répondre à la situation humanitaire tragique, notamment après les récents événements d'Al-Fasher. L'hôpital Nasser dans le sud de la bande de Gaza a annoncé vendredi avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le Hamas palestinien et Israël. Les dépouilles sont arrivées à l'hôpital dans le cadre de la 13e série d'échanges de corps, portant le nombre total de corps reçus à 330. Selon l'accord conclu sous pression américaine, Israël doit rendre 15 dépouilles palestiniennes pour chaque corps d'otage israélien remis. Parallèlement, Israël a reçu hier de la part des brigades Azz-e-Din al-Qassam du mouvement Hamas et des Saraya al-Quds du Jihad via le Comité international de la Croix-Rouge les dépouilles d'un soldat israélien capturé retrouvé près de la ville de Khan Younis au sud de la bande de Gaza.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, a annoncé que le système dépressionnaire actuellement en cours dans la bande de Gaza aura des conséquences catastrophiques pour les personnes déplacées dans le secteur. L'UNRWA a précisé dans un communiqué qu'il existait des mouvements internationaux pour tenter de faire pression sur Israël et l'obliger à permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Dans le même contexte, la protection civile à Gaza a confirmé que le secteur est gravement affecté par ce système dépressionnaire, soulignant que chaque moment qui passe met les habitants en danger. Le secteur est confronté à une véritable catastrophe depuis les premières heures, menaçant la vie des citoyens. Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué que la Troïka européenne a ignoré par malintention les initiatives de Téhéran pour faire résoudre la crise nucléaire iranienne par la voie de la diplomatie. Le ministère iranien a ajouté que Washington assume la responsabilité du statu quo, faute de son retrait de l'accord nucléaire et son attaque contre les institutions nucléaires pacifiques en Iran. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Saïd Khatib, a assuré que Téhéran veut aboutir à un accord nucléaire pacifique et n'ambitionne pas de se doter des bombes ou d'armes nucléaires. La société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré qu'un pétrolier battant pavillon des îles Marshall en route depuis les Émirats arabes unis vers Singapour a brusquement dévié de sa trajectoire au-dessus du golfe d'Oman, se dirigeant vers les eaux territoriales iraniennes. La société a également déclaré que l'incident survenu au large de Khor Fakkan aux Émirats arabes unis serait d'origine étatique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'une attaque russe de missiles et de drones ciblant principalement de nombreux quartiers de Kiev a fait au moins 4 morts, accusant la Russie d'une attaque calculée pour causer un maximum de dommages à la population et de dégâts aux infrastructures civiles. 8 des 10 districts de la ville ont été touchés par les frappes selon les secours et la municipalité a averti que les transports en commun seraient affectés dans la capitale vendredi matin. Dans ce contexte, la Russie a annoncé vendredi avoir intercepté dans la nuit plus de 200 drones ukrainiens qui ont visé notamment une raffinerie de pétrole alors que la capitale ukrainienne subissait une vaste attaque russe au même moment. Les détails dans ce commentaire. Au cours de la nuit dernière, les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté et détruit 216 drones ukrainiens, dont 66 dans la région méridionale de Krasnodar et 59 au-dessus de la mer Noire, a indiqué le ministère russe de la Défense. À Novorossiysk, ville portuaire sur les bords de la mer Noire, dans la région de Krasnodar, une raffinerie de pétrole a été endommagée à la suite de l'attaque de drones selon les autorités locales. Un incendie provoqué par la chute de débris de drones s'est déclaré dans cette raffinerie qui fait partie du terminal pétrolier Chechkaris, l'un des plus grands en Russie, avant d'être maîtrisé, a précisé dans un communiqué une cellule de crise auprès du gouverneur régional. L'attaque a également endommagé à Novorossiysk un immeuble résidentiel où des vitres ont été brisées et un homme a été blessé selon la même source. Enfin, un bateau civil a été endommagé dans le port de Novorossiysk à la suite de cette attaque massive, a ajouté la cellule de crise en précisant que 3 membres d'équipage y ont été blessés et hospitalisés. La Russie, qui a lancé une offensive à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, multiplie depuis des semaines les bombardements sur les infrastructures énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainien sur fond de baisse des températures à l'approche de l'hiver. Kiev vise de son côté régulièrement des dépôts et raffineries de pétrole et d'autres installations en Russie.
L'appareil de la sécurité russe a annoncé avoir avorté un complot ukrainien visant à assassiner un haut responsable gouvernemental russe sans dévoiler son nom. Dans un communiqué, l'appareil russe a souligné que Kiev planifiait pour cibler le haut responsable russe lors d'une visite à la cimetière appartenant à la famille dans la capitale russe, Moscou. L'organe de sécurité russe a accusé Kiev de planifier pour des opérations similaires dans d'autres parties de la Russie. Les États-Unis ont approuvé la première vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir en janvier du président américain Donald Trump. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère taïwanais des Affaires étrangères, tandis que Pékin a exprimé sa ferme opposition, affirmant que l'île fait partie de son territoire et a menacé d'utiliser la force pour le ramener sous son contrôle. Cette vente d'armes par les États-Unis intervient alors que Pékin et Tokyo se disputent au sujet des déclarations de la nouvelle première ministre japonaise, connue pour ses positions fermes au sujet de la souveraineté de Taïwan. Et sur notre page économique, les bourses mondiales ont reculé hier, lestées par les interrogations autour de la valorisation des géants de la tech et l'impression grandissante que la Réserve fédérale n'est pas prête à baisser une nouvelle fois ses taux. Les détails dans ce commentaire. À Wall Street, au lendemain d'un record en clôture, le Dow Jones a perdu 1,65%. L'indice Nasdaq s'est replié, lui, de 2,29% et l'indice élargi à Standard & Poor's 500 a cédé 1,65%. En Europe, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,11% en début de séance. L'indice a toutefois atteint un nouveau record absolu de 8314,23 points, dépassant celui de la veille. Les bourses de Francfort, moins 1,39%, de Londres, moins 1,05% et Milan, moins 0,08%, ont aussi terminé dans le rouge, tout comme Madrid de moins 0,23% après un nouveau sommet historique en séance. La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, qui vote cette année sur les taux directeurs, a affirmé mercredi que la barre était plutôt haute pour envisager une nouvelle détente des taux à court terme, en disant qu'elle voudrait d'abord s'assurer que l'inflation décélérait durablement. Dans ce même contexte, le dollar perd du terrain jeudi et cédé vers 21h45 GMT 0,37% à 1,1636 $ pour 1 euro. Entre-temps, les cours du pétrole ont retrouvé un peu d'air jeudi après leur chute de la veille, les opérateurs cherchant à estimer les perspectives de demande après la publication de plusieurs rapports clés. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP et l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, ont anticipé un surplus de l'offre pour les mois à venir, mais voient aussi la demande continuer d'augmenter. Le baril de Brent de la mer du Nord a progressé de 0,48% à 63,01 $ et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, a pris 0,34%, arrivant à 58,69 $. Et on clôture par ce reportage en Indonésie. Un glissement de terrain provoqué par de fortes précipitations a fait 2 morts et au moins 21 disparus sur la grande île de Java. Plusieurs régions de l'archipel pourraient connaître de fortes précipitations au cours des prochaines semaines, susceptibles de provoquer des catastrophes hydrométéorologiques. Les détails dans ce compte-rendu.
Un glissement de terrain a frappé 3 villages du district de Silacap dans le centre de Java jeudi soir, ensevelissant et endommageant des maisons. Le district côtier de Silacap est situé à environ 400 km à l'est de la capitale Jakarta. Vendredi matin, l'équipe conjointe de recherche avait secouru 23 personnes vivantes. 2 personnes ont été retrouvées mortes et 21 autres sont toujours recherchées, a déclaré le porte-parole de l'agence dans un communiqué publié vendredi. Une opération de recherche et de sauvetage est en cours pour retrouver les victimes disparues. Une alerte météorologique extrême a été émise en début de semaine par l'agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique. Plusieurs régions de l'archipel pourraient connaître de fortes précipitations au cours des prochaines semaines, susceptibles de provoquer des catastrophes hydrométéorologiques. L'Indonésie est sujettée aux inondations et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement de novembre à avril. Le changement climatique a accru l'intensité des tempêtes, accompagnées de précipitations plus abondantes, de crues soudaines et de rafales plus violentes. Des crues soudaines dans la province indonésienne de Papouasie ont fait au moins 15 morts et 8 disparus début novembre. En septembre, au moins 18 personnes sont mortes dans les inondations qui ont frappé l'île de Bali, les pires de la décennie sur cette île touristique, selon l'agence de météorologie, de climatologie et de géophysique. Voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention. Passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne avec la suite de nos programmes.